et semble se plaindre de ce que les vieilles marines ont laissé peu de terres inconnues pour ces voyageurs. D'accord? Ces voyageurs, les voyageurs allemands. Voilà pourquoi la science de la géographie est enseignée au-delà du Rhin, avec un éclat que nous ne connaissons plus. Voilà pourquoi ce pays a organisé de nombreuses expéditions, et en premier lieu ces expéditions africaines que l'on rappelait tout à l'heure. C'est donc l'Allemagne qui fournira les témoins les plus nombreux, des dépositions les plus graves dans ces débats solennels. Son influence ne fera point défaut lorsqu'il faudra réclamer des mesures efficaces. Il y a pour elle comme un engagement d'honneur à soutenir une œuvre qu'elle a inspirée. En gros, l'Allemagne, qui en gros découvre l'exploration, notamment africaine, et va essayer de rattraper son retard sur les Français et les Anglais. Donc, ils vont être très actifs en Afrique. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous comprenez ce que je viens de lire, explique la conférence de Berlin pour le partage du gâteau avec l'Allemagne. En Allemagne. Voilà. Et donc, c'est pour ça que si on a ici des frères qui vivent en Allemagne, il y a un travail immense à faire. Parce que les explorateurs allemands ont manifestement beaucoup écrit sur la traite orientale. Donc c'est très important que les frères qui sont en Allemagne fassent des recherches. Et on a d'ailleurs quelques noms d'auteurs allemands que vous pourrez retrouver dans ce livre et qui vous permettront de nourrir vos recherches. Les voyageurs anglais, un peu moins nombreux, n'ont pas de témoignages moins importants à déposer, mais l'Angleterre a une autre mission, une action toute spéciale dont elle s'est réservée en quelque sorte l'exercice exclusif jusqu'ici. Elle fait poursuivre les négriers par ses croisières. Nous aurons à étudier cette mission que les Anglais se sont donnée. C'est une mission par elle-même juste et généreuse qu'il faut étendre plutôt que restreindre et qui doit puissamment contribuer à la destruction de l'esclavage. Malheureusement, cette œuvre est insuffisante et inefficace. Une croisière donne la chasse aux bâtiments suspects, ferme une route de la traite, rend quelques esclaves à la liberté, mais les autres routes restent ouvertes. Mais les provinces de l'intérieur ne sont pas surveillées. Mais les institutions qui entretiennent l'esclavage continuent d'exister. Les Anglais, qualité ou défaut, sont trop zélés dans leur intérêt pour qu'on ait confiance en leur politique, pour qu'on leur prête un concours entier, pour qu'on reconnaisse leur influence aussi bien que leur force. La force des croisières a été insuffisante. Il faut maintenant une force nouvelle. Partout présente pour flétrir les crimes, partout active pour susciter le zèle, partout influente pour commander aux âmes, combattre les passions et modifier les lois. Cette grande force universelle à laquelle ne résistera aucune barrière, aucune difficulté, aucune puissance, c'est la justice s'exprimant par la voix de tous, c'est l'opinion du monde civilisé mise au service d'une noble cause. Cette opinion, tous les hommes honnêtes et intelligents peuvent contribuer à la développer, à quelques pays qu'ils appartiennent, mais personne peut-être n'a autant d'action sur elle que la nation française. Que nos voisins ne se plaignent point de cette prétention, si l'on compte assez sur notre désintéressement pour accepter nos idées avec moins de défiance. Alors, l'auteur est naïf. Hein. Oui, oui, et puis, oui, Fétiche, il est très naïf, et puis il se permet de donner aux Occidentaux, aux Anglais et aux Français le bon rôle, alors que ce sont eux les instigateurs de ce commerce qu'ils ont repris de la part des Portugais. Donc, oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Il est très naïf parce qu'au moment où il écrit ces lignes-là, la France poursuit l'esclavage sur le sol africain. Oui, c'est surtout ça. Donc, si l'on compte assez sur notre désintéressement pour accepter nos idées avec moins de défiance, cela tient à nos défauts autant qu'à nos qualités. Nous savons être généreux et malheureusement aussi nous savons être étourdis. Nous n'avons point la prudence persévérante des Anglais qui veillent toujours aux intérêts nationaux. À cette force puissante de l'opinion, nous pourrons joindre une influence politique et une voix peut-être plus autorisée pour donner des conseils à d'anciennes alliées comme l'Égypte et la Turquie. Premier théâtre de la chasse. Fétiche. Oui, ouais.
Tu peux me rappeler le nom de l'auteur? Je l'avais noté là en venant, mais j'ai oublié. Alors, ça défile en bas là sur le bandeau. Étienne Félix Berliou. Non, il n'est pas naïf. Il n'est pas du tout naïf. C'est un Français. Ouais, on peut dire ça aussi. Ah non, pas du tout. Il n'est pas naïf. Il est dans son rôle. Oui, oui, et ils se mettent dans une position de sauveur, alors même que au moment où ils parlent, là, ils savent qu'ils collectivement, ils ne vont plus avoir besoin des esclaves pour se gaver, parce que l'argent, l'accumulation du capital qu'a permis l'esclavage leur a permis de développer conjointement avec la traduction, en fait, le déchiffrement des hiéroglyphes a permis de pouvoir avoir de nouveaux brevets et de lancer une nouvelle étape de leur développement mortifère. C'est la première révolution industrielle. Et donc, Mercantiliste de la ils se mettent en position de libérateurs des esclaves, alors qu'ils les ont utilisés jusqu'au bout pour financer leur autre projet industriel. Oui. Bien. Oui, fétiche, pardon. Ouais. Je pense qu'eux, ils disent que l'esclavage était mauvais, mais en même temps, ils abolissent l'esclavage et directement, ils entrent dans la colonisation. En fait, c'est une pure hypocrisie. C'est tout. On ne peut rien dire de plus. Oui, et surtout, c'est grâce à l'esclavage qu'ils ont eu l'accumulation du capital nécessaire, c'est-à-dire tout le travail gratuit du peuple africain, partout dans le monde, tout le travail gratuit leur a permis d'avoir le niveau de développement, l'accumulation de capital nécessaire au financement de machines et de la première révolution industrielle. Bien. Ils doivent tout à l'Afrique. Ouais. On continue, messieurs. Ouais. Attendez. Il faut qu'on continue la lecture. Il ne faut pas qu'on fasse de débat tout de suite. Là. Alors, chapitre 2. Premier théâtre de la chasse. On pourra débattre après le chapitre 2. Premier théâtre de la chasse. Alors, sur TikTok, là, Kaizano, tu veux réagir? Réagir par rapport à ce qui a été dit, là. Ouais. Disons que moi, la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est déjà, si j'étais musulman, là, j'étais très très mal. Mais si j'étais noir musulman, je serais en pleine dissonance cognitive, là. Là, je serais en vrai conflit intérieur. C'est pour ça, en fait, que c'est important que cette partie de l'histoire soit comme ça mise en lumière. Parce que comme le rappelle même l'auteur, il y avait tellement peu de données qu'on avait l'impression qu'elles n'avaient jamais existé. C'est ça. Là, on se rend compte que c'est... Et ça, en fait, moi, je pense que c'est l'utilité publique. Après, que la personne fasse son choix, qu'elle choisisse entre l'islam ou ses ancêtres, mais au moins qu'il y ait cette connaissance-là, quoi. Et qu'il y ait ce choc-là et qu'il y ait ce choix-là, quoi. C'est ça. C'est ça. Le monde à l'envers, mon frère. Tu veux réagir? Non. C'est vraiment ça notre but, c'est de juste mettre l'histoire devant et après maintenant s'il va être musulman ou chrétien, ça les regarde, tu vois. Mais c'est vrai que cette recherche historique est très très importante pour notre peuple parce que ça nous permet de nous édifier aussi et de comprendre vraiment les fondations de ces religions-là. C'est ça. C'est ça. Djebel? Oui, moi j'écoute. Ok. Je suis sonné. On est tous sonnés, hein. C'est pour ça qu'on fait tourner un peu la parole là pour que tout le monde évacue un peu, parce que c'est terrible. Donc, chapitre 2. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire de 10 secondes sur déjà le titre du chapitre 2. Premier théâtre de la chasse, le Soudan. Alors, premier théâtre, déjà, je suis assez inquiet parce qu'un théâtre, on appelle souvent un théâtre de guerre. Hein, et là, ce n'est pas une guerre. Et il parle de chasse. La chasse, c'est pour les animaux. Hein. Oui.
Donc, théâtre de guerre qui n'est pas une guerre, puisqu'on est en face de gens qui sont désarmés. Et ce théâtre on dit théâtre de la chasse. La chasse, c'est pour les animaux. C'est ça. C'est ça. Et le Soudan, c'est le Mali, non? Oui, c'est ça, c'est le Mali. D'accord. Non, c'est même pas le Mali. Là, en fait, Soudan, dans ce qu'ils appellent Soudan, ça va jusqu'au Tchad. Hein. Ah, d'accord. C'est Mali. En fait, c'est pas Mali. C'est-à-dire, en fait, c'est tout. En fait, Soudan, c'est le pays des Noirs en arabe. Donc, Soudan, ça a été le Mali, le Soudan actuel. Mais en fait, là, quand il parle de Soudan dans l'ouvrage, on est au Tchad. On est au lac Tchad. Ah, d'accord. Voilà. OK. Si quelque peuple doit profiter plus que les autres de cette régénération de l'Afrique, nous tenons évidemment le premier rang. Waouh! Si quelque peuple doit profiter plus que les autres de cette régénération de l'Afrique, nous tenons évidemment le premier rang. Nos colonies de l'Algérie et du Sénégal, qui pourraient être si brillantes, nous forcent à nous intéresser à l'avenir de ce continent et nous obligent à être moins indifférents à la répression de la traite. Il y a précisément quelques-unes de ces caravanes d'esclaves qui longent nos frontières algériennes et viennent en quelque sorte défiler sous notre regard. On pourrait dire que nous sommes directement intéressés par cette chasse qui se fait dans le Soudan. Le Soudan, c'est dans le continent. Tandis que celles du Nil ou des bords de la mer des Indes sont du ressort de toutes les nations civilisées, des Anglais aussi bien que les Français et des Autrichiens. Les battues d'hommes opérés dans le bassin du Niger sont justiciables, surtout de la France. Pour juger de l'importance de la traite dans cette région, il faut se transporter d'abord sur le marché principal ou plutôt sur le grand chemin des caravanes. Dans le désert, les convois n'ont pas le choix de la direction. Ils doivent, sous peine d'une mort certaine, suivre la ligne où l'on trouvera des fontaines et des oasis, en sorte qu'il y a des points où le négrier passera forcément, quand même, il devrait y rencontrer la prohibition de son commerce et une force militaire capable de faire exécuter cette prohibition. Le faisant, Mourzouk, la capitale du faisan, est dans une condition de ce genre. Et les caravanes qui viennent des bords du lac Tchad. Alors, avant, le lac c'était le lac Tsad, Tsad, avec T-S-A-D. Les Français ont renommé en Tchad. Mais en fait, c'était Tsad. Donc, c'était arabe. C'est les Arabes qui avaient nommé Tsad. Tchad, c'est pas un nom africain. Ouais. Alors, les caravanes qui viennent des bords du lac Tsad ne peuvent guère éviter de passer sous les remparts, quoique l'esclavage ait été interdit depuis 1855 dans l'Empire ottoman. Mais il y a presque toujours moyen de s'entendre avec un Kei Makan. Kei Makan, c'est pas africain ça. Hein. Un Kei Makan, on va aller voir ce que c'est. Alors, Kei Makan, c'est quoi? Alors, Kei Makan est un dignitaire de l'Empire ottoman. Voilà. C'est un musulman. Un Kei Makan. Voilà. Mais il y a presque toujours moyen de s'entendre avec un Kei Makan. Surtout quand celui-ci est loin de toute surveillance. Il faut bien qu'il en soit ainsi, car du mois de mai 1864 au même mois 1865, un seul marchand, le plus gros, il est vrai, a expédié
plus de 1100 esclaves. Chiffre d'affaires vraiment honnête. C'est le Kaimakan Halim Bey lui-même qui donne ses renseignements sur Hadj Amri. Cet Hadj Amri a été, on ne sait à quel titre, en rapport avec Gagliuffi, un ancien agent consulaire de l'Angleterre. Vous voyez, tous ces gens-là ne sont pas des Noirs. On le verra, il n'est rien de plus précieux pour les marchands d'esclaves et autres gens tarés de cette contrée lointaine que de se rattacher d'une manière quelconque à un consulat européen. Il y a profit pour eux, puisqu'ils y trouvent de la sûreté, et pour certains fonctionnaires, parce que ces derniers ont alors un prétexte de fermer les yeux. Si l'on en croit M. Gerhard Rolf, Gagliuffi a été un assez triste consul. Lorsqu'il en exerçait les fonctions, la traite n'était peut-être pas moins florissante qu'aujourd'hui. Il recevait des présents des princes du Soudan. Et comme ces derniers sont tous de gros marchands d'esclaves, on a de la peine à comprendre leur amitié pour une autorité justement chargée de réprimer ce commerce. Gagliuffi, plus tard, malgré d'aussi belles amitiés, est redevenu simple particulier. Alors, il est rentré sous la protection du consul autrichien, parce qu'il est originaire de Trieste. Cependant, il faut se rendre compte de la position assez précaire de ces agents envoyés par les nations européennes. On leur donne un traitement souvent dérisoire, et cette misère ne les condamne pas seulement à une triste existence, mais détruit par avance leur autorité. D'un autre côté, lorsqu'ils veulent faire de pareilles économies, les gouvernements ne peuvent se montrer bien difficiles dans le choix de leurs agents. Le premier moyen à prendre quand l'Europe voudra sérieusement supprimer la traite, ce sera d'avoir des hommes qui l'informent avec exactitude et fassent rigoureusement exécuter sa volonté. Pour cela, il faudra payer convenablement les consuls et porter sur eux des ressources employées ailleurs à une vaine représentation. Gerhard Hoff, le témoin, donc ça c'est un Allemand, le témoin qui a parcouru ce théâtre de la traite, qui en a vu les iniquités et dont le rapport doit être invoqué dans le procès contre les négriers, avait traversé le Maroc en 1864 avant d'entreprendre ce dernier voyage dont la durée a été de près de 2 ans, de 1865 à 1867. Il ajoute aux renseignements que Barthes avait déjà donné sur ces contrées. Nous lui empruntons d'assez nombreuses indications, mais nous combattrions plus d'une fois ses opinions si nous avions à les apprécier. Ce livre, sauf sur certains points relatifs à son sujet, ne discute ni des ouvrages ni les auteurs qu'il cite, ne juge point leur opinion scientifique, religieuse et ou politique, mais même quand il les désapprouve. Pour une grande partie du Soudan, donc je rappelle qu'on parle de l'Afrique, pour une grande partie du Soudan, M. Roth sera notre seul témoin. Sans doute, un témoignage, quand il est isolé, peut laisser quelques incertitudes sur les détails, parce que le voyageur, même le plus indépendant à l'égard de sa propre opinion, peut n'avoir pas assez de temps ou de lumière pour contrôler tous les faits. Mais ce qui est nécessaire avant tout, c'est de constater l'existence de la traite et son importance. Ce n'est pas tel ou tel négrier, mais la chasse à l'homme qu'on doit juger et condamner. Je rappelle ici qu'on reparle encore de chasse à l'homme. Voilà. Je rappelle qu'on parle de chasse à l'homme. On ne vous parle pas de rois africains qui vendent leur peuple. On parle de chasse à l'homme. Dont la dingo camée du Canada, là, faut lui offrir le livre.
Les monchos caca, là, faut leur offrir le livre, s'ils savent lire. On peut se cotiser, hein. C'est pas un souci. On se cotise, on leur achète ça. Ah oui, tous les tocards de TikTok qui expliquent que nos ancêtres vendaient leur machin, mangeaient, machin, tout ça, que c'est l'islam est venu civiliser les Noirs. Voilà ce que les monchos caca là racontent. Hein? Que l'islam est venu mettre fin à une barbarie. Putain. Non, c'est le contraire. Hein. C'est l'islam qui a amené ces pratiques. Faut pas confondre fétiche. Hein. C'est l'islam, ce sont les Européens qui ont amené ces pratiques d'esclavage et de chasse à l'homme généralisée. Oui, on peut trouver des cas de personnes qui ont vendu des frères, mais ces gens-là étaient des alliés et des collaborateurs, comme vous aviez des collaborateurs. Islamisés. Tu ne verras jamais un noir. Faut pas dire n'importe quoi, judoka. Jamais de la vie. Un noir traditionnaliste ne peut vendre un être humain. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il soit corrompu, soit à l'islamisme, à l'islam, ou soit au christianisme. Et là, oui, il va faire des actions qui sont répréhensibles d'un point de vue de la morale africaine. Bien. Or, cette chasse est un fait tellement considérable que le voyageur le plus audacieux n'oserait nous en faire récit. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que la chasse à l'homme que les musulmans là faisaient en Afrique était tellement abominable qu'on vous dit ici que le voyageur le plus audacieux n'oserait en faire le récit. Tellement c'était abominable. Voilà. C'est pas Fétiche de guerre qui écrit ce livre en 1870. D'accord? D'ailleurs, quand il ne s'agit plus d'un particulier, d'un Hadj Amri. Vous voyez? Hadj. C'est pas africain, Hadj. Hein? C'est pas un nom africain, Hadj là. C'est pas africain, c'est musulman. D'un Hadj Amri ou d'un Gaglioufi, les témoignages sont nombreux et concordants. La négligence plus ou moins constatée de Gaglioufi n'est pas le principal motif qui a décidé le gouvernement britannique à le remercier, car le consulat de Ghadamès a été également supprimé. En effet, les agents destinés spécialement à surveiller la traite doivent n'avoir rien à faire depuis que la Turquie a aboli l'esclavage dans ses provinces. Il devrait en être ainsi du moins, mais entre la promulgation d'une loi et son exécution, il y a toujours une différence très grande. En Orient, l'intervalle peut être d'une longueur indéfinie. En attendant que ces belles lois procurent quelques soulagements aux pauvres nègres, elles ont cependant procuré de beaux revenus à certains personnages. Cela est arrivé notamment à Mourzouk. Mourzouk, c'est pas un nom négro-africain. Voilà. Le Keymakan, d'accord? Le Keymakan, c'est un Turc avec une garnison de 500 hommes commandé par un Kolrassi, est assez fort pour contraindre les négriers, non pas à renoncer à leur commerce, ce qui serait évidemment trop cruel, mais à se montrer aimable. Voilà. Parce qu'il est naturellement entre Turcs, hein, voilà. Monsieur Rolf nous en donne la preuve. Un certain jour, le médecin de la garnison se présente chez lui. Le prie d'éloigner son kawa, de fermer sa porte, puis se met à parler du commerce des esclaves. Éloigner son kawa, un kawa c'est peut-être son serviteur. D'éloigner son kawa et de fermer sa porte, puis se met à parler du commerce d'esclaves. Suivant le docteur, il y aurait un étrange marché entre les autorités et les négriers. Ces derniers ne font entrer
lors qu'on voit que la nuit, le sultan et les négrophiles doivent être enchantés de cette politesse. C'est véritablement une preuve d'égard et de bonne éducation. Dès que la caravane arrive, le caporal de garde va compter les têtes d'esclaves. Le col Rassi préside à l'ouverture des portes et le Caïmacan reçoit un rapport. Dans toutes ces précautions, il ne s'agit pas le moins du monde de surveillance ou de répression, mais simplement d'une mesure fiscale. Le Caïmacan, au lieu de faire exécuter la loi, songe tout bonnement à grossir ses appointements, c'est-à-dire à s'enrichir. Il touche par tête 2 mabouts. Mabout, c'est la monnaie de l'époque. Voilà, 2 mabouts par tête de nos ancêtres. Voilà. Un ancêtre valait 2 mabouts, c'est-à-dire 10 francs. Vous voyez, c'est marqué là. On vendait nos ancêtres 10 francs, les gars. Et son gendre, le Kawas Bacha, est 2 gros et demi. Et son gendre, le Kawa Bacha, a 2 gros et demi ou 13 sous. D'après le brave docteur, il serait entré à Mourzouk 4048 esclaves en 1865. Mais les passages par d'autres villes du gouvernement ne seraient pas moins importants, car le Caïmacan aurait touché 20 000 mabouts. Quand vous savez que un homme, un de nos ancêtres, valait 2 mabouts, 20 000 mabouts, ça veut dire qu'il y a au moins 10 000 hommes. Ah, fétiche. Est-ce qu'on peut d'abord caler là, pardon, parce que là, c'est... Faut digérer ça, quoi. Faut digérer ça. Putain. En fait, on était vraiment de la marchandise. En fait, le dire, c'est... On se rend pas compte, hein. Je te jure. Mais ce qu'on lit là, c'est chaud. En fait, c'est frustrant. C'est frustrant de fou. Allez, tu es un fétiche de guerre. Mets-toi en position. Ah, faut laisser les petits frères digérer un peu quand même. Oh. 13 sous. 10 francs la tête de nos ancêtres. 10 francs la tête de nos ancêtres, mon frère. C'est ça. Et le problème, c'est que, tu vois, moi, je suis dans la comptabilité, tu vois. Et quand je lis ça, ça me rend fou, en fait. J'imagine le gars qui fait ses comptes. Il va dire, bon, une tête de nègre, 10 francs. Aujourd'hui, j'ai vendu tel. Tu vois, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bien. On ne saurait nier que la loi ne soit d'une très grande utilité pour lui. D'après ces chiffres, le commerce du Fezzan serait de 10 000 esclaves par an. Il y a bien un mouchir à Tripoli et quelque chose de plus à Constantinople, mais il paraît que les administrateurs turcs sont la perle des hommes. Le mouchir ne voudrait pas déranger un Caïmacan qui lui envoie des esclaves et des présents. Quant aux grands seigneurs de Stamboul, ils sont entièrement rassurés sur la scrupuleuse fidélité de leurs subordonnés. S'il leur arrive de temps en temps un petit cadeau d'une douzaine de nègres, merde. À Istanbul, on leur envoie un petit cadeau. On leur envoie un petit cadeau. S'il leur arrive de temps en temps un petit cadeau d'une douzaine de nègres, ce n'est pas du tout une précaution pour leur fermer les yeux, mais un témoignage d'amitié.